Nous proposons un deuxième temps de réflexion sur les cadres sociaux de la clandestinité et la question des normes. Qui dit question des normes dit nommage, dit penser l'objet, et nous vous proposons plusieurs angles d'attaque, sans viser à l'exhaustivité bien sûr, de considérer qu'il peut y avoir plusieurs ordres normatifs, la loi, le règlement, mais aussi la coutume, écrite ou pas, différents ordres culturels, culture administrative, une culture militaire, une culture policière et ou gendarmique, différents types d'acteurs, des acteurs politiques dans leur diversité, des acteurs juridiques dans leur diversité également, des acteurs civils, militaires, et puis une figure un peu singulière qui est à l'interface de tous ces acteurs, de toutes ces cultures, enfin qui devrait l'être en tout cas, celle de l'expert. Et parmi nos intervenants, nous avons à la fois des praticiens, mais aussi des experts. Et je pense que cette double qualité de certains d'entre eux est intéressante pour notre réflexion. Intégrer aussi le poids, puisque nous sommes là pour faire de l'histoire, des ruptures technologiques, du temps. Marquer les continuités, mais marquer aussi les temps de rupture, en distinguant certaines périodes importantes. D'un point de vue du cadre politique, on aura deux interventions qui portent sur la fin du XIXe siècle, qui sont marquées par des ruptures dans le cadre politique, le socle de légitimité politique, mais aussi des ruptures technologiques, avec une première intervention sur les chemins de fer, l'invention, l'adaptation de la clandestinité d'État à ce nouveau moyen de locomotion. Et on reviendra à la fin, avec Bertrand Warusfel. Il y a des ruptures stratégiques, des modes d'action, le terrorisme, on en parle, mais par exemple, le numérique, les NTIC, et là aussi, l'intégrer à notre réflexion. Alors, on va commencer tout de suite avec Monsieur Bréant, Pierre Bréant, qui est doctorant à l'université, à Sorbonne Université, sous la direction de Jean-Noël Luc, qui a beaucoup œuvré pour l'étude de la clandestinité, plus dans une optique gendarmique et policière, qui est conseiller en formation, Monsieur Bréant, au sein du rectorat de l'Académie de Rouen, et qui travaille donc, ses travaux portent sur la police spéciale des chemins de fer dans une perspective chronologique plus large, puisque ça va de 1855 à 1937 de mémoire. Et ici, vous allez donc nous parler de ce qui se passe sous le Second Empire. Vous avez donc 20 minutes. C'est toujours un honneur de rencontrer en personne les membres, les auteurs de sa bibliographie, et aujourd'hui, c'est le cas. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un acteur peu connu, voire inconnu du renseignement, la police spéciale des chemins de fer. Il est très courant qu'on me demande, même de la part d'historiens réputés, si je travaille sur la police des cheminots ou des contrôleurs de la SNCF. Il n'en est rien. La police spéciale des chemins de fer, pour vous faire un schéma, a été créée le 22 février 1855 par décret de l'empereur Napoléon III et de son ministre de l'Intérieur, Adolphe Biot. Il crée 30 postes de commissaires spéciaux, 70 postes d'inspecteurs spéciaux, tous nommés directement par décret par le ministre de l'Intérieur. Leurs commissariats dans les gares sont répartis sur l'ensemble du territoire français, si vous voulez bien. Sur l'ensemble du territoire français, comme ici présenté, sur des nœuds ferroviaires importants, donc des jonctions ferroviaires importantes, des ports et aux frontières. La juridiction de ces policiers s'étend sur l'ensemble des municipalités traversées par leurs lignes. Par exemple, si vous étiez policier spécial à Lyon et que vous étiez sur la ligne PLM, donc Paris-Lyon-Marseille, vous pouviez intervenir sur l'ensemble des municipalités traversées par la ligne, ce qui, à l'époque, est une révolution dans le domaine policier. C'est une première ébauche de police nationale au milieu du XIXe siècle, et contrairement aux commissaires municipaux régis par la loi du 28 + 11 en 8, ils sont rémunérés directement par le ministre rémunérés directement par le ministre et par la municipalité. Eux sont rémunérés directement par le ministère. C'est donc une police complètement d'État. Le but du gouvernement dans cette création est de créer une police administrative fiable. Pour prévenir le désordre, donc, comme le signifie le terme police administrative, et principalement dans l'espace privé qu'est les gares et le chemin de fer, comme la ligne Paris à la mer, donc
de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Parce que c'est là la difficulté à l'époque, c'est que les chemins de fer sont détenus par les compagnies de chemins de fer, mais ce sont, selon la réglementation de la haute voirie, des voies publiques. Donc il est très difficile d'intégrer des policiers dans ce domaine. Ils ont deux missions, donc une mission de police administrative, donc de prévenir les troubles à l'ordre, et une mission de police juridique, donc de contrevenir aux infractions à la loi pénale. En réalité, ce qui n'apparaît pas dans la création de ce corps est que la police spéciale fait partie de la haute police. C'est une police politique avec comme outil principal le renseignement institutionnalisé. Cela marque un moment important dans la rationalisation du renseignement intérieur en France et marque la fin de ce que j'appelle le règne quasi absolu des mouchards, des indicateurs de police. En quelques mots, voici comment fonctionne la police spéciale des chemins de fer sur le terrain. Très schématiquement, dans les gares ou sur le port, le commissaire spécial avec son écharpe dirige les opérations. Il est le chef d'orchestre du maintien de l'ordre et des missions de renseignement. Il s'assure qu'il n'y ait pas de débordement sur les quais et aux abords de la gare. Il vise les passeports des voyageurs et rédige tous les soirs deux rapports. Un pour le corps préfectoral et un pour le premier bureau de sûreté générale du ministère de l'Intérieur. Ces inspecteurs, eux, sont soit avec lui pour l'aider, soit sur les lignes dans les trains en bourgeois, donc en civil, pour s'assurer de l'ordre dans le mouvement ou pour mener des missions administratives de renseignement. Bien évidemment, cette présentation que je viens de vous faire est très schématique. Leur but à l'époque est, outre le maintien de l'ordre, pour les missions administratives, de surveiller l'opinion de la population et de surveiller l'ensemble de la population. Ça peut aussi bien être des opposants politiques avérés que des paysans ou des médecins. Les enquêtes vont du petit particulier aux personnes connues. Dans les archives, par exemple, départementales du Rhône, à Lyon, j'ai retrouvé l'ensemble des rapports sur plusieurs années et on voit bien passer, tous les comédiens sont inscrits au registre des personnes passées dans la journée. Et donc tous les soirs, le ministère est au courant des déplacements des comédiens, des hommes politiques et des personnalités connues. À côté de cela, à côté de ces missions de police administrative où les policiers spéciaux décrivent le mouvement, il y a aussi des missions clandestines. Par exemple, j'ai un exemple très parlant du ministre de l'Intérieur Pinard, en 1868, qui demande directement à un commissaire spécial du département de la Seine-Inférieure d'aller faire une enquête en Angleterre, dans le Yorkshire, pour trouver si la femme d'un capitaine de l'armée l'a trompé. Voilà. Donc on va aussi bien sur des enquêtes quotidiennes, sur du tout venant de manière de police administrative, à des missions précises et clandestines. Bien évidemment, cette police n'est pas une police clandestine, mais une police qui utilise le clandestin pour mener à bien ses recherches. Et cette police correspond parfaitement au segment que j'introduis, à savoir les cadres sociaux de la clandestinité, nommés pensée normée, parce que je vais vous présenter tout de suite le passage de la pensée, donc le moment où comment l'État a institutionnalisé le renseignement civil en passant d'une utilisation de mouchards à la création d'une nouvelle police administrative nationale et discrète. Hop, si vous voulez bien passer, voilà, vous pouvez passer deux diapositives, même encore une là. Voilà. La première partie, donc, penser l'État discret dans la première moitié du XIXe siècle. Large programme, mais je vous rassure, je vais être assez bref. Dans ce que j'ai retrouvé dans les archives, que ce soit aux archives nationales ou aux archives départementales, sur la filiation qu'a la police spéciale avec les corps le précédent, existe, j'ai à souligner 6 points qu'il me semble importants et que je vais développer très rapidement avec vous. Donc la police spéciale est le fruit de plusieurs expérimentations, comme beaucoup d'autres institutions au long du 1er 19e siècle, et elle cristallise plusieurs cheminements nés de 1800 à peu près à 1850. Alors, le premier point que je souhaite vous montrer, si on peut passer une diapositive, c'est la préservation de la sûreté de l'État. L'État a besoin d'une police politique, elle permet l'existence même du politique, pour reprendre les mots d'Hélène Leuillet,
Et le premier exemple avec le corps de la police spéciale des chemins de fer est le comité de recherche dès octobre 1789 qui était chargé par la Commune de Paris d'observer la population pour renseigner les Girondins sur les agissements et avis opposés à leur politique. Le renseignement et la surveillance permet la sauvegarde des politiciens, c'est la prévention des risques du désordre via la connaissance de l'esprit public, terme qui sera repris dans la loi du 28 Pluviose en 8 pour les commissaires municipaux, pour leur mission administrative. C'est ici le début du mouvement vers la police spéciale. Tous les ancêtres directs ou indirects de la police spéciale auront spécifiquement ce rôle de surveillance pour la sauvegarde de l'État. Le gouvernement devient donc prévenant et la prévention naît de la collecte d'informations, c'est ce qu'on appelle l'intelligence de police. C'est d'ailleurs durant cette période révolutionnaire que la police administrative apparaît en France dans le Code des délits et des peines de 1795. Si vous pouvez passer. De ce premier point naît le second, la concurrence dans la clandestinité. Plus une opposition dure s'organise et s'engage dans la clandestinité, plus l'État, par réaction, doit s'organiser et entrer dans la clandestinité. Exemple avec les contre-révolutionnaires, les royalistes, qui ont une population très large de nobles comme le marquis de la Roche-Jacquelin à Cadoudal, qui est un fils de paysan, c'est la peur du coup d'État et du complot sous la Convention, le directoire et le consulat, la peur des Blancs, qui pousse, dans cette première partie, l'État à affiner son intégration dans la clandestinité. Puis, avec l'arrivée des anarchistes sous la monarchie de Juillet et la Deuxième République, cette police doit donc se moderniser et entrer encore plus dans la clandestinité. Un exemple d'introduction dans la clandestinité est par exemple le rôle de Fouché avec ses mouchards pour contrer le complot de l'Opéra. Le ministre charge un de ses hommes d'infiltrer un groupe de 8 républicains prêts à assassiner le consul Bonaparte le 10 octobre 1800. Troisième point, si vous voulez bien, la centralisation et la bureaucratisation. Ce mouvement commence avec le Comité de Sûreté Générale de 1792 à 1795 qui fait figure d'organe central de renseignement. Il est chargé d'appliquer les mesures de police contre les suspects, les contre-révolutionnaires et les ennemis politiques. Donc là, ce comité a une tête à Paris et des membres partout en France, et c'est ce qu'on va retrouver évidemment dans la police spéciale des chemins de fer, et il a aussi une organisation avec un bureau, ce qu'on retrouvera. Quatrième point, s'il vous plaît, la fiabilité du renseignement. Évidemment, il y a un problème. Dans ce contexte d'urgence politique et militaire, le gouvernement révolutionnaire, défenseur des droits des citoyens, approuve la surveillance civile dans le but de protéger l'État. Et c'est l'époque de la dénonciation civique, où la délation reste une action vile dans l'esprit collectif, mais la dénonciation dans le but de déjouer un plan contre l'État devient un acte louable. C'est le début de ce que j'appelle l'ère des mouchards, qui s'organise bien évidemment avec le ministère de Fouché. Le problème des mouchards est qu'ils n'appartiennent pas au gouvernement, à l'administration, et leur volonté de fournir des informations peut être très variée, ce qui peut influencer la fiabilité de la source. Ce peut être l'appât du gain ou la vengeance qui les motive. Cet état interrogera d'ailleurs le préfet de police Gisquet puis Delessert, sous la monarchie de Juillet, qui introduiront la notion de transparence dans les renseignements en tentant de diminuer l'utilisation des mouchards. La police bénéficiant d'une très mauvaise image à l'époque. Ces 5 premiers points se cristalliseront une première fois sous l'Empire, en 1811, avec la création de la police spéciale et de la police secrète. Ce sont les premières polices administratives de renseignement, ancêtres directs de la police spéciale des chemins de fer. Le décret du 25 mars 1811 définit que la mission des commissaires spéciaux est de surveiller particulièrement l'esprit public des habitants, les opérations de commerce et celles des conscriptions, le service des douanes, le mouvement des ports, la ligne des côtes, des frontières, les communications avec l'étranger, et j'en passe. Toutes les missions qui seront ensuite celles de la police spéciale des chemins de fer. 6e et dernier point, la faille ferroviaire. Donc, dans ce temps de 50 ans précédant la création de la police spéciale, apparaît avec le développement, donc le boom ferroviaire, la dite faille ferroviaire, qui permet à des criminels de s'échapper du lieu où ils ont commis un crime très rapidement via le train. Et à l'époque, comme je vous l'ai dit précédemment, les gares étant un espace privé et le fait de faire une police dans ces endroits étant très difficile, ils pouvaient s'échapper très facilement, très rapidement. Il fallait donc contrevenir à ce fait. Et c'est là où je rejoins ce qu'a dit en introduction le monsieur Depréneuf, Martin Depréneuf, pardon. Il y a une continuité factuelle entre tous ces corps, tous ces points, et la police spéciale des chemins de fer, mais il y a aussi une rupture. Et c'est ce 6e point qui marque la rupture. Il fallait donc contrevenir à l'hégémonie des mouchards dans le renseignement, qui sont la principale ressource de renseignement pour l'État. Du ministre au commissaire, tous ont leur indicateur. Et je vais prendre
un exemple très parlant pour parler de la production des mouchards dans cette période. En 1850, le baron Leroy, préfet de Seine-Inférieure, utilise un mouchard qu'il va utiliser de 1850 à 1870, donc après la création de la police spéciale. C'est un colporteur qui se nomme Philippon et qui va de ville en ville en Normandie pour faire des rapports sur l'état d'esprit politique des Normands. Et il est très intéressant de voir que tous les jours, il trouve des complots. Tous les jours, comme sa rémunération en dépend. Et une semaine avant la création de la police spéciale, il a trouvé 4 complots, un à Sotteville-lès-Rouen avec des orléanistes, un à Pavie où des paysans cauchois menacent d'attaquer la préfecture suite à la hausse du pain, et ensuite à Rouen où il débusque des ouvriers parlant du pouvoir légitimiste qu'il regrette. Et il signe toujours « Votre humble et obéissant serviteur », vu que la relation entre le mouchard et son maître est assez servile. Pour aller vers cette rupture, en 1852, le pouvoir impérial de Napoléon III souhaite rénover complètement le renseignement civil pour convenir aux 6 points que je vous ai abordés précédemment. Et dans une lettre programme du 22 janvier 1852, l'empereur Napoléon III écrit que l'idée dominante qui me fait juger cette organisation nécessaire est qu'aujourd'hui le président de la République ne peut connaître que très imparfaitement l'état général du pays. Il ignore si les mesures arrêtées par lui ou ses ministres s'exécutent conformément à l'intention qu'il les a dictées, si l'opinion publique applaudit aux actes de son gouvernement ou s'il les désapprouve. D'un autre côté, la surveillance se trouve trop localisée, exercée par des agents indépendants les uns des autres. Les délits, les crimes, les complots ne sauraient être ni prévus ni réprimés d'une manière efficace. C'est cette lettre qui va lancer la machine au ministère de l'Intérieur vers la création de la police spéciale des chemins de fer. Donc s'ensuit une réforme de 1852 à 1854 du maillage policier qui est étudiée par Quentin de Luermoz dans sa thèse, Policier dans la ville. Et le rapport en 1854 du ministre de l'Intérieur Victor Fiernet de Persigny sur la faille ferroviaire pose la première pierre du corps. Il dit en substance que de nouvelles problématiques liées aux déplacements rapides et sur de longues distances entraînent la répartition sur le terrain national des actions politiques comme criminelles. C'est lui le réel créateur de la police spéciale des chemins de fer, ce qui n'est pas étonnant quand on connaît un peu Persigny. C'est la mise en place à ce moment-là d'une surveillance quasi panoptique, avec des yeux sur les rails qui observent l'ensemble des voyageurs, et à l'époque, le chemin de fer est le principal moyen de transport. 2 lignes de hiérarchie sont là. D'une part, le ministère de l'Intérieur directement avec le premier bureau de sûreté générale, et d'autre part, les préfets, ce qui permet une mise en place opérationnelle assez rapide. Et dès le 22 février 1855, 30 commissaires et 70 inspecteurs sont nommés. En réalité, ils ne seront que 25 à prendre leurs fonctions sur les lignes. Ils ont donc le pouvoir sur l'ensemble des lignes, sont organisés en bureaux et le pouvoir de la police spéciale est centralisé à Paris. Le siège, d'ailleurs, si vous pouvez passer, je pense plusieurs diapositives, ça c'est un rapport de police spéciale. Ensuite, encore, là c'est donc la hiérarchie, donc avec les inspecteurs spéciaux, commissaires divisionnaires, le premier bureau et le directeur de la sûreté. Donc c'est une réelle organisation en bureau. Et de l'autre côté, la direction opérationnelle sur place avec le sous-préfet et le préfet. Si vous voulez passer. Voilà, donc les commissariats à Paris sont organisés de la sorte. Vous avez en rouge les commissariats spéciaux classiques, en vert le commissariat central, donc opérationnel, qui se trouve au 26 quai des Orfèvres, à côté de la préfecture de police, et dirigé par le commissaire divisionnaire Pophile. Ce n'est pas anodin ce choix. Le commissariat central est au centre des commissariats et possède un accès au télégraphe, et donc peut communiquer très rapidement. Juste pour vous appeler votre attention, il me reste 3 minutes. Ok. Vous êtes obligé d'être un petit peu policier dans une façon de diriger les débats. Donc, cette organisation en bureau est effective à ce moment-là, et la légitimation du renseignement se fait par le fait que les agents du renseignement maintenant ne sont plus les agents indépendants, des mouchards, mais bien des fonctionnaires de l'État qui sont surveillés, qui se surveillent entre eux, qui sont surveillés par l'organisation pour leur probité.
Et je vous ferai donc un rapide exemple du commissaire spécial Foulon, qui était commissaire spécial le jour à Dieppe et proxénète la nuit sur le port de Dieppe, et qui fut arrêté pour ses mauvaises mœurs. Donc là, il y a une vraie volonté de transparence et de probité et de fiabilité chez les commissaires spéciaux. Et un point très important par rapport à l'utilisation des mouchards, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les utilisations des rapports du mouchard Foulon, lorsque le commissaire Pathé à Rouen écrit ses rapports sur ce qui se passe en Normandie, on voit que ce qui prédomine, c'est l'ennui. Il se passe très peu de choses en Normandie, malgré ce que quelques mois avant ces premiers rapports, donc qui datent d'avril 1855, disait le mouchard. Donc les rapports sont beaucoup moins prolixes, et c'est le début du fichage grâce aux différents registres qui sont conservés dans les commissaires spéciaux et maintenant dans les archives départementales. C'est une police qu'on ne nomme pas. Personne dans les rapports confidentiels n'appelle cela la police spéciale des chemins de fer, même encore aujourd'hui. Elle s'appelle dans les archives la spécialité. Après la mise en place de cette police, les mouchards existent toujours, mais ils sont moins présents. L'une des peurs des commissaires et des inspecteurs spéciaux est d'ailleurs de se faire comparer aux mouchards, comme dans la lettre du commissaire Gouchot au préfet le 6 décembre 1871. Je dois informer monsieur le préfet que la haine qu'ont pour les commissaires spéciaux monsieur le commissaire de surveillance administrative est des plus violentes et qu'elle est parfaitement entretenue par le ministère des Travaux publics, où l'on nous appelle les mouchards. Voilà. Merci beaucoup à la fois pour le respect du timing, mais d'abord pour l'intérêt de votre communication qui pose tout de suite le cœur de notre interrogation, à savoir une police clandestine. Assume-t-on le fait qu'il y ait une police clandestine et du coup la question de son nommage? Et le commandant Lopez place cette interrogation au cœur de son propos. Et l'autre question qui est jointe, c'est les pratiques clandestines. Les assume-t-on et les nomme-t-on? Et avec la solution inventée sous le Second Empire, maintenant on va voir une autre solution qui a pu être avancée avec la notion de police judiciaire. Je laisse la parole au commandant Lopez, qui est donc chercheur ici au bureau de la Gendarmerie nationale, au sein de la division Recherche, Études, Enseignement, et qui a écrit un très bel ouvrage sur la coopération entre police et gendarmerie à la belle époque, et qui montre, qui est vraiment au cœur de notre problématique aujourd'hui, sur la porosité entre les cultures, les pratiques, les normes en matière de clandestinité. Laurent, pour 20 minutes. Merci Monsieur le Président, cher Jean. Mesdames, Messieurs, les premiers mots du titre sont extraits d'un discours prononcé à Draguignan par Georges Clemenceau, celui dont vous pouvez admirer le buste dans la bibliothèque du pavillon du roi récemment rénové. Discours donc prononcé à l'automne 1906, alors que se prépare dans les coulisses la création des brigades mobiles de police judiciaire, plus connues sous le surnom bien ultérieur de brigade du Tigre. Mais le choix des termes employés par le premier flic de France, selon sa propre expression, ne répond pas seulement à la conjoncture médiatico-sécuritaire. Il s'inscrit dans un débat éminemment républicain sur ce que doit être la bonne police d'une démocratie. Ainsi, Georges Clemenceau oppose implicitement la police judiciaire à la police secrète entre guillemets, cette police secrète qui surveille de façon occulte, anonyme, le plus souvent à des fins politiques, avec les fonds ad hoc. Sans la nommer, Georges Clemenceau, qui d'ailleurs devient président du Conseil quelques jours plus tard, cumulant ainsi cette fonction avec celle qu'il occupe alors place Beauvau, Georges Clemenceau, donc, vise l'institution alors aux mains de Louis Lépine, c'est-à-dire la préfecture de police. En effet, le radical socialiste veut évincer le premier et réduire la puissance de la seconde en renforçant la mainmise gouvernementale. On le voit donc, derrière les questions policières, les enjeux politiques affleurent rapidement. Aujourd'hui, nous nous attacherons moins à retracer les tenants et aboutissants de ces joutes oratoires au plus haut niveau qu'à essayer de voir ce que désigne cette police secrète au ras du sol, cette police secrète au niveau des gendarmes et des policiers.
car il faudrait se garder de penser que cette expression infamante de police secrète suffit à désigner et résumer l'ensemble de ces usages clandestins qu'on peut déceler au sein des forces de l'ordre. Une clandestinité dont les policiers et les gendarmes ne sont le plus souvent pas conscients. En effet, cette clandestinité n'apparaît pas comme telle à ses acteurs. Sa réalité est a fortiori plus fuyante pour l'historien qui essaye de la voir émerger. Comme pour les termes de terrorisme ou d'attentat, récemment objet d'un numéro du Temps des médias, on verra aussi que si la définition préalable du terme clandestin ou clandestinité est nécessaire, cette définition s'avère à l'usage souvent insuffisante, imparfaitement taillée. On verra aussi que cette clandestinité policière se décline nécessairement au pluriel. Donc dans un premier temps, diapositive suivante, et je crois que ça sera après, le capitaine Champonois sera tranquille. Non, la suivante. Voilà, on passe. Voilà, et ça sera le plan de mon intervention. Donc dans un premier temps, voyons si cette opposition que fait Clémenceau entre police secrète et police judiciaire est pertinente. Qu'est-ce que c'est que cette police secrète qu'oppose de façon manichéenne Clémenceau à la police judiciaire pour mieux la discréditer? L'expression floue renvoie à l'imaginaire du Second Empire et à la surveillance politique de ses opposants. Après 1870, cette surveillance cesse-t-elle? Évidemment pas. Même si Jules Ferry a un temps la velléité de supprimer la préfecture de police assimilée aux mouchards de Napoléon le Petit. Le régime change donc, mais les mouchards demeurent, désormais pudiquement appelés agents auxiliaires. On peut même, enfin en tout cas a priori, on peut constater que leur rémunération, si leur existence est confidentielle, secrète, anonyme, en tout cas leur rémunération est publique, puisqu'elle est inscrite au budget de la préfecture de police, sous la somme globale, par exemple en 1904, de 50 000 francs. Ces indicateurs, recrutés dans le milieu criminel et dont l'anonymat est préservé autant que possible, ne doivent pas être confondus avec les agents secrets. Alors ces agents secrets, eux, infiltrent les organisations et réunions politiques. C'est des agents anonymes qui apparaissent sous les noms pittoresques de Giroflée, Boudin, Finot, dans les archives de la préfecture de police. Une quinzaine de ces agents secrets, appelés comme tels, sont payés sur des fonds secrets, mais des fonds secrets qui tout de même apparaissent au budget de la préfecture de police. Et une quinzaine de ces agents travailleraient pour les brigades de recherche dans la deuxième moitié des années 1890. Alors, ces agents secrets, ce sont des policiers infiltrés ou des membres d'organisations qui ont été retournés entre guillemets. Les archives de la surveillance étroite et minutieuse de Jean Jaurès laissent ainsi penser que des membres de son proche entourage politique renseignaient quotidiennement l'île de la Cité sur son compte. Parmi ces enquêteurs infiltrés, on peut noter celle de l'inspecteur Gustave Amand-Rossignol, qui livre une description pittoresque dans ses mémoires de ses pratiques. Je le cite. « Les agents de ce service, donc il parle du service de la sûreté de la préfecture de police, qui est ensuite devenu la brigade criminelle du 36, le 36 qui est des Orfèvres, les agents de ce service doivent opérer sur les flagrants délits proprement dits. Ils font un peu ce qu'ils veulent, déambulent à travers Paris, musardent, vont ci, vont là, cherchent à pincer les pickpockets et les voleurs de différents genres. J'avais à me déguiser très souvent, et je choisissais des costumes bizarres suivant le quartier où j'avais à me promener. En ai-je fait des pas à travers la capitale, vêtu en ouvrier, en garçon de magasin, en boucher. » Alors on voit que Rossignol cherche l'ombre éditoriale autant qu'il revendique l'héritage professionnel de François Vidocq. Notre badin inspecteur de police parisien relate ainsi sa pratique de la clandestinité à la Belle Époque, sans qu'il la pense comme telle. Il se grime pour dissimuler son identité, il espionne, il pratique l'argot pour se composer un personnage. Il a même écrit un dictionnaire de l'argot.
Cette pratique légale, mais le plus souvent occulte, elle est estimée professionnellement légitime, mais elle est parfois jugée moralement critiquable. Elle est autorisée par les chefs, mais elle est presque toujours non assumée officiellement. On voit donc autant d'éléments d'une clandestinité aux contours légaux et moraux instables. Ces pratiques discrètes et aux marges de la légalité se transforment en usages tout à fait courants, visibles et publics, mais hors de tout cadre juridique. Il s'agit de ce qu'on appelle les enquêtes officieuses, qui ne cessent de croître tout au long du XIXe siècle. Ces enquêtes sont demandées par les magistrats et leurs auxiliaires, bien que certains juges concèdent leur caractère hors la loi, en soulignant, je cite, que « malgré une vive opposition dirigée contre cette pratique par d'éminents criminalistes, les enquêtes officieuses ont été partout adoptées et tous les parquets y ont sans cesse recours. » Or, les premiers auxiliaires du parquet, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale au moins, sont les gendarmes et les sous-officiers de gendarmerie, qui pourtant n'ont pas encore la qualité d'officiers de police judiciaire. L'essor de cette pratique officieuse, mais connue de tous, correspond à un souci d'économie budgétaire face à la croissance des affaires transmises au parquet. Dans un deuxième temps de cet exposé, voyons maintenant la porosité entre la police judiciaire et la police administrative. Porosité pour ne pas dire confusion. Le discours d'un Georges Clemenceau qui diffuse la représentation d'une police judiciaire transparente, conforme aux lois de la République, agissant sous le contrôle entier des autorités, bref, le contraire exact d'une police clandestine, selon les termes de la définition que nous avons vue ce matin. Cette représentation de Clemenceau, cette représentation politique et politicienne, souffre, on l'a vu, de diverses discordances avec la police telle qu'elle se fait. Cette vision politique et politicienne fait aussi peu de cas des porosités entre police judiciaire et police administrative. L'exemple peut-être le plus significatif alors est la confusion entre la surveillance et la répression des anarchistes. Leurs agissements criminels en France sont très secondaires, et ce depuis une dizaine d'années, notamment car la législation a évolué à la suite des crimes spectaculaires des années 1892-1894. Cette évolution juridique et judiciaire fut même une révolution au sein de la gendarmerie. Alors, comme toutes les révolutions au sein de la gendarmerie, c'est des révolutions discrètes, mais des révolutions extrêmement importantes. Pourquoi une révolution, donc, terme qui peut sembler pour le moins paradoxal à appliquer à une institution d'ordre? Alors, pour la comprendre, il faut d'abord citer cette circulaire du ministre de la Guerre de janvier 1894, donc quelques jours après l'attentat dans la Chambre des députés, donc circulaire qui est adressée aux chefs des légions de gendarmerie et qui leur demande que, pour assurer un accord indispensable entre les diverses autorités chargées de l'application des lois récentes concernant les anarchistes et tracer à la gendarmerie auxiliaire de ces autorités la ligne de conduite qu'elle doit tenir afin de prévenir toute hésitation de sa part dans l'exécution des instructions qu'elle peut recevoir d'elle, si la gendarmerie est invitée à prendre des renseignements sur un individu signalé comme anarchiste et sur une publication préconisant la propagande par le fait, elle doit obtempérer à cette demande sans exiger de réquisition. Fin de la citation. Pourquoi révolution, disais-je? Car les missions occultes à caractère politique sont tout bonnement réglementairement interdites aux gendarmes alors. Dans le champ des représentations, en outre, ces missions sont jugées indignes, tout juste bonnes à être confiées à des policiers dépeints comme des mouchards. S'il ne saurait alors être question pour les gendarmes de quitter leur uniforme pour enquêter, on voit néanmoins qu'une double transgression s'opère, une transgression symbolique et une transgression réglementaire. En 1894, cette nécessité qui fait loi à l'encontre des anarchistes sera prolongée durant l'entre-deux-guerres à l'égard des communistes du PCF et de la CGT, mais sans que cette transgression ne soit actée par les textes, et encore moins autorisée. On retrouve une même transgression de la part de policiers que l'on s'attendrait pourtant à l'abri d'un tel glissement, puisqu'il s'agit des policiers mobiles, les mêmes dont le discours de Clemenceau à Draguignan prépare la gestation. En effet, lorsque le décret du 30 décembre 1907 crée les brigades de police mobile,
le texte souligne leur stricte et exclusive compétence judiciaire, une compétence qui, en outre, doit être mise au service de la lutte contre, je cite, les malfaiteurs les plus dangereux. Donc, élément précisé par le texte. Pourtant, dans les années suivantes, l'essentiel du travail de ces policiers consiste à ficher des nomades, y compris de très jeunes enfants, non en fonction des actes commis, mais de ceux qu'ils pourraient commettre. On est bien là dans le domaine de la police administrative et non dans celui de la police judiciaire, en contradiction avec les prescriptions légales. Pour la 11e brigade mobile, par exemple, qui est installée à Dijon, on peut ainsi estimer la part du travail consacré à cette tâche de police administrative à près de 95% du temps des policiers mobiles. Pourtant, aucun d'eux, ou plus largement aucun homme politique ou juriste, ne voit la moindre difficulté à cela. Comme pour les gendarmes, la pratique par les policiers mobiles à l'égard des familles de nomades connaît son avatar durant les années 1920 et 1930 avec la surveillance politique des milieux extrémistes, de gauche comme de droite, une surveillance qui leur est pourtant proscrite. Cette surveillance peut d'ailleurs déboucher sur du contre-espionnage, ce qui brouille encore plus les registres de l'action policière en semant la confusion pour l'historien entre ce qui est légal, interdit ou toléré, ce qui relève de la police judiciaire ou de la police administrative, ce qui ressort de la police spéciale des chemins de fer ou des services militaires de renseignement, ce qui relève effectivement du travail des brigades mobiles ou des brigades de gendarmerie départementale. Dans une troisième partie, voyons que, outre ces transgressions institutionnelles, voyons qu'au sein de ces institutions, il existe ce que j'appelle des passagers clandestins, des policiers et gendarmes passagers clandestins de leurs institutions respectives. Alors ce panorama, on va le terminer par un aspect qui me semble relativement délaissé par une historiographie de la police et de la gendarmerie qui a pourtant connu un bel essor depuis une vingtaine d'années, un essor comme en atteste le numéro 296 de la Revue historique des armées, à paraître à l'automne et dont je ne saurais que vous vanter le mérite. En effet, ces gendarmes et ces policiers doivent peu ou prou adopter une attitude de clandestin pour demeurer dans leur milieu professionnel. Un milieu professionnel où il est souvent difficile de cloisonner le métier et la vie privée quand celle-ci est encasernée. 2 exemples seulement illustreront cet aspect. D'une part, les affaires de mœurs, d'autre part, celui des convictions politiques et religieuses. Ainsi, à la fin des années 1890, le chef de la Légion de la Garde républicaine, je cite, a eu le regret de recevoir de monsieur le préfet de police un avis lui faisant connaître que des gardes, en compagnie de filles de mauvaise vie, étaient souvent rencontrés la nuit dans des restaurants et des bars du quartier des Halles centrales, ce qui produit un déplorable effet pour la population parisienne et amoindrit son respect pour l'uniforme de la Légion. On voit donc qu'il y a un double contrôle disciplinaire sur les gardes, tant par leur hiérarchie militaire que par les rapports de la préfecture de police, ce qui les oblige non seulement à sortir de la caserne pour mener leur vie érotico-sentimentale, appelons-la comme ça, et les pousse ainsi à devenir des experts en une clandestinité de la nuit pour échapper à la police des mœurs. Cette dissimulation à l'égard des homologues et des chefs et ce cloisonnement entre vie privée et activité professionnelle est encore plus accentué, bien entendu, parmi les policiers et les gendarmes qui seraient homosexuels. Enquêtant sur un de ses subordonnés et ainsi déjouer le secret qu'il entretiendrait, un officier demande au chef de la Légion de la Garde républicaine d'intervenir auprès du préfet de police pour obtenir des renseignements sur un des gardes de sa compagnie qui fréquente des individus de mœurs spéciales, comme il les appelle. Autre élément et dernier élément de notre développement de ce développement sur des policiers, gendarmes, passagers clandestins de leur institution, c'est le domaine des convictions politiques et religieuses. Ainsi, on s'aperçoit que les militaires de cette Troisième République font l'objet d'une surveillance minutieuse de la part des commissaires de police. Alors évidemment, vous connaissez cela avec l'affaire des fiches, qui au début du XXe siècle en a été un épisode saillant. Mais finalement, cette affaire des fiches, elle n'en a pas du tout marqué la fin.
Dans la République laïque et parfois anticléricale, pas systématiquement anticléricale, la pratique religieuse figure sur chaque dossier de gendarme ou de policier. Pour ce qui regarde les officiers et les commissaires, des rapports sont rédigés sur leur assiduité à la messe quand celle-ci paraît par trop zélée. Or, ces rapports ne sont pas neutres lorsqu'ils peuvent influencer les mutations géographiques et l'avancement des militaires. Réciproquement, les titres des journaux lus peuvent être considérés par la hiérarchie comme un indice des convictions politiques et de la fidélité postulée à la République. Face à cette surveillance interne, mue par la volonté de républicaniser le personnel au service du pays, on peut facilement imaginer qu'un certain nombre de policiers et de militaires furent dans leur institution comme les Juifs maranes dans le monde ibérique. Concluons cette intervention en constatant que, s'appliquant au champ policier, le terme de clandestinité recouvre, comme on espère l'avoir montré, une pluralité de significations et donc de dimensions qui correspondent à la diversité des enjeux auxquels doivent faire face ces institutions. En effet, en considérant une définition simple mais éminemment problématique pour le sujet, désignant, répétons-le, donc la clandestinité, c'est ce qui existe, fonctionne, se fait de manière secrète, en dehors de ceux qui exercent l'autorité à l'encontre des lois établies, de la procédure normale et licite. En prenant cette définition du Trésor de la langue française, la clandestinité policière s'applique à une multitude de cas de figure qui chacun engage une part variable de dissimulation, de secret, éventuellement d'illicite, une part variable de légitimité morale, de nécessité légale, le tout composant ce que j'appellerais une zone grise dans laquelle il est bien difficile souvent de départager des catégories et de préciser les termes d'une définition éminemment labile de la clandestinité. Je vous remercie de votre attention. Mon intervention va en fait porter sur la place de la clandestinité dans la recherche d'un modèle opérationnel et administratif des services spéciaux français de 1945 à 1947, avec cette période charnière. Donc je pense que nous ne sommes qu'au début de l'étude et de la prise en compte de l'aspect fondamental, y compris dans la construction politique nationale, européenne, etc., de cette période. Alors, je vais faire un raccourci très très saisissant et je suis ravie que Sébastien soit pas dans la salle pour entendre ça. Mais disons que la Deuxième Guerre mondiale, dans l'histoire longue de l'histoire des services de renseignement, la Deuxième Guerre mondiale voit la naissance des services spéciaux français et du modèle de service spécial avec le télescopage, la collusion, la fusion-acquisition, on pourra réfléchir sur le terme, de la tradition militaire qui est portée après 1940 par les bureaux des menées antinationales et les travaux ruraux, et ce que dans la tradition du SDEC on appelle les pailloles, et les petits nouveaux de l'action clandestine, à savoir le BCRA. Quand je dis les petits nouveaux, de Wawrin à 30 ans, c'est le vieux chez le BCRA. Évidemment, on est beaucoup plus honorable au sein des bureaux des menées antinationales. Donc la fusion se fait à Alger, dans des conditions extrêmement délicates, mais qui vont permettre de faire émerger des fondamentaux qui ne vont plus bouger et qui vont en fait constituer l'ADN des services spéciaux jusqu'à nos jours, à savoir un modèle intégré de renseignement et d'action. Et d'ailleurs, il est quand même intéressant de voir que même les services girodistes à Alger avaient commencé avant même la fusion de se créer un service action, dans le même temps où le BCRA, lui, s'était créé un CE. Donc il y a un échange de réflexion sur le besoin. C'est un modèle clandestin, c'est le cœur de notre sujet, et c'est aussi un modèle profondément politique. Et il ne faut pas oublier que, pour le coup, ce que le BCRA a apporté aux services spéciaux, et c'est ce que d'ailleurs les pailloles lui ont suffisamment reproché, et Rivet n'a pas voulu monter à bord justement pour ces questions-là, c'est que Brossolette, qui est De Gaulle lui-même, avait amené cette idée que le service de renseignement et le service clandestin n'est pas tant un outil de commandement qu'un outil de souveraineté et qu'un outil d'État. Et c'est pour ça que le M du bureau de BCRA M est tombé pour devenir le BCRA. C'est non seulement parce qu'on fait du renseignement
renseignement politique, mais les services spéciaux sont un outil politique et ils le demeureront jusqu'à nos jours et il n'y a pas besoin d'épiloguer. C'est aussi un moment à la fin de la guerre où les pratiques de la clandestinité ont été déjà très structurées. On a vu ce matin avec le BCRA que toute la question, par exemple, de l'utilisation des identités fictives, avec un nom de guerre qu'on porte à Londres en permanence, avec l'utilisation des pseudos et avec une nomenclature de l'utilisation des pseudos qui fait que selon qu'on est radio, que chef de réseau ou autre, qu'on est parachuté d'Alger ou autre, on n'a pas les mêmes types de noms en termes de pseudos, mais avec aussi l'utilisation des identités fictives, etc. Tout ça est très structuré, de même que la formation est devenue le cœur de la problématique, avec le fait que tous les agents sont passés par les Special Training Schools du SOE, et je vous conseille de regarder l'ouvrage récent de Franck Lambert sur le rôle du SOE dans la formation des agents. À partir de 1945, néanmoins, ces services sont confrontés aux besoins d'inventaire, pour utiliser une formule qui a connu un succès sous d'autres époques. Il est tout à fait représentatif que dans le cadre des services français, c'est PACI, c'est-à-dire celui qui, avec le BCRA, avait justement déjà fait basculer la culture du deuxième bureau en une logique autre à Londres, qui va être à la manœuvre pour pratiquer l'opération. La question n'est pas que française. Dans le même temps, la question se pose pour le premier et le plus emblématique de tous les services spéciaux, à savoir le Special Operation Executive. Et clairement, la défaite de Churchill aux élections permet à l'Intelligence Service de faire ce qu'elle a toujours espéré, c'est-à-dire d'avoir la peau du SOE. Dans le même temps, l'OSS est supprimé. Et ce qui est quand même aussi tout à fait révélateur, c'est que dans les premiers temps de la création de la CIA, la question est est-ce que l'action clandestine va rester un des éléments des fondamentaux et dans les premiers temps, mais ça ne durera pas plus de quelques mois. Le nouveau patron de la CIA affirme qu'elle ne doit pas être un nouvel OSS. Comme nous le savons tous, ça n'a pas duré très longtemps et rapidement la pratique des opérations clandestines est revenue dans le giron de l'OSS. C'est aussi une période, et là encore c'est un aspect extrêmement important pour comprendre ce basculement, dans lequel il y a un vaste, alors moi j'appelle ça le mercato, qui s'ouvre chez les Alliés avec une appropriation des cerveaux, ça on le sait, mais aussi des agents et des méthodes venues d'Allemagne. Et on pourrait citer la mission EB que la DGER a organisée en 1945 en zone d'occupation allemande pour récupérer tout ce qu'on pouvait en matière d'œuvres, mais aussi en matière d'agents et en matière de criminels de guerre, les deux étant d'ailleurs vaguement distingués. Là encore, je vous renvoie aux travaux de Thomas Fontaine pour cette espèce de mise en abîme que va représenter le débriefing par les services secrets français d'après-guerre, des services des agents allemands. Et on a cette mise en abîme avec les services spéciaux d'après-guerre qui regardent l'ABWEhr, ou le CIPO-SD, regardant la résistance. Donc tout ça nourrit ce basculement avec cette réflexion. Dans le même temps, il faut aussi prendre en compte l'importance de l'Indochine, qui va permettre de tester dans un contexte différent, et évidemment avec une échelle tout à fait différente, parce que les interventions entre l'Inde et l'Indochine se passent sur des dimensions qui n'ont plus rien à voir avec le fait de franchir la Manche ou même d'arriver jusqu'en Allemagne. Et l'Indochine va jouer un rôle essentiel, là encore, dans la consolidation des modèles des services spéciaux. Et c'est là, par exemple, que le mot maquis, on en a parlé tout à l'heure en introduction, va achever de devenir un nom propre. Et vous connaissez peut-être tous cette Indochine où on voit les Français achèvent de faire de l'Indochine un nouveau maquis. C'est tout à fait fondamental à ce moment-là. Et c'est aussi le moment où non seulement le maquis devient un nom propre, mais devient un des fondamentaux de l'action clandestine et au-delà de ce qu'on appellerait maintenant le maintaining. Dans le cas français, la situation et le basculement de la dernière état des services spéciaux pendant la guerre, la DGER, vers le SDEC, n'est pas une partie de plaisir. En fait, il y a un rapport sur la préparation de la réforme du statut autonome des agents du SDEC en 1960 qui donne une description assez savoureuse de la situation de la DGER en 1945. De Londres, d'Alger, de France, des camps d'Allemagne rentrent dès la fin de 1944 des individus qui s'agglomèrent boulevard Suchet dans les locaux abandonnés par la Kriegsmarine, où on a d'ailleurs piqué un énigme, et qui sont devenus le siège de la Direction générale des services spéciaux. Toutes les catégories sociales sont représentées, le professeur de faculté et le mécanicien, le militaire et le civil, le patriote et le forban.
on est bien au SDEC, hein. Mais tous sont des volontaires des services spéciaux. Toutes les conventions, toutes les hiérarchies sont bouleversées. Le lieutenant s'est parfois promu colonel et l'adjudant capitaine. Le marquis a abandonné son titre, d'autres ont recueilli la particule et chacun dispose de 2 à 3 identités. Le décor lui-même est insolite. Les bureaux sont installés dans des appartements luxueux où se côtoient les meubles de style et un matériel disparate. Le mot discipline est rayé du vocabulaire. Un établissement du type de ceux condamnés par Marthe Richard fonctionne dans les chambres du sous-sol. Les cantonniers du 16e prennent pension à la cantine et les membres du service auto montent des garages clandestins. C'est la rançon d'une époque, mais il faut mettre fin à cela. Le premier directeur général Soustel doit faire face à ces assauts. Puis intervient le colonel Devavrin, ex-chef du BCRA. En 2 mois, l'ordre est rétabli. 12 000 volontaires sont renvoyés dans leur foyer. La France combattante est créée et la mission de régler leur situation. Devavrin peut alors s'attaquer à l'édification des services spéciaux de temps de paix, tels que les conçoit le chef du gouvernement provisoire. Je crois qu'on est au cœur du sujet, hein. Il faut en premier lieu sélectionner des hommes valables, ceux qui sont aptes à faire face aux nouvelles tâches avec de nouvelles méthodes. Il faut ensuite donner une armature aux services spéciaux. Une note d'organisation qui restera en vigueur jusqu'en 1958 fixe les structures. Il faut enfin les intégrer dans un système financier orthodoxe, c'est-à-dire préparer un budget qui sera soumis au ministère des Finances. Donc c'est un peu cette construction du modèle administratif, mais aussi de la doctrine d'emploi des services spéciaux de 45 à 47. C'est un peu ce que je vais évoquer maintenant avec ce qui est vraiment un work in progress et des pistes de recherche simplement. D'abord la question du personnel. On a vu la question la plus connue et la plus spectaculaire, c'est évidemment le dégraissage des effectifs, puisque la DGER paye au 1er janvier 45 10 123 personnes et qu'au 1er janvier 48, il n'en reste plus que 1350. Mais plus en profondeur, et je crois plus près du sujet d'aujourd'hui, la question est celle du statut du personnel des nouveaux services spéciaux. Or, le décret du 28 avril 1945 instaure le statut de fonctionnaire temporaire. Et grâce ou du fait de ce décret, les agents du SDEC ne sont pas concernés par la loi du 19 octobre 1946 qui crée le statut des fonctionnaires. Donc dès le départ, le statut temporaire, qui va donner lieu ensuite au statut autonome, exempte les personnels des services spéciaux de l'application du régime commun de la fonction publique. En 1953, la loi du 3 février crée des cadres de fonctionnaires titulaires qui ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946. En fait, l'abandon de cette spécificité avec le décret du 1er septembre 1954 qui porte règlement d'administration publique va entraîner une très grosse réaction au sein du SDEC. Et le directeur général, le général Jacquier, écrit au Premier ministre le 1er janvier 1965, au moment où se négocie le statut autonome, pour montrer quels sont les enjeux. La mission des services spéciaux se définit par la recherche du renseignement sur les puissances étrangères. Une telle mission exige la mise en place d'un dispositif très vaste et très souple et requiert l'emploi de moyens d'ordre psychologique, scientifique et technique qui soient licites ou illicites. Il va de soi que les hommes appelés à l'action dans de telles conditions doivent posséder des qualités morales et physiques solides, jointes à une culture générale poussée, des connaissances techniques spéciales et accepter des suggestions de tous ordres qui rendent leur situation difficilement comparable à celle des autres fonctionnaires de l'État. Or, le décret du 1er septembre 1954 portant statut des personnels a fondu le SDEC dans le creuset des administrations françaises traditionnelles. Cette contradiction fondamentale entre la nature originale de la mission et les moyens administratifs classiques de la conduire devait, à l'épreuve des années, mettre en danger la vie même des services spéciaux. De fait, le SDEC obtient satisfaction avec l'adoption d'un nouveau statut autonome qui, de nouveau, exonère les fonctionnaires de la DGSE du statut général de la fonction publique. Le même type de réflexion sur les structures administratives et les moyens administratifs existe avec les fonds spéciaux. Évidemment, les fonds spéciaux existent avant-guerre et on peut considérer que les fonds recherche des SR en 1939, toutes armées confondues, c'est à peu près 55 millions. Mais le SDEC, lui, c'est 250 millions. Donc on va vraiment changer d'échelle. Et dans le cas déjà de la DGSS, évoqué par le conseiller référendaire de la Cour des comptes, Levert, qui a été le président du comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics en 1950. Donc il écrit déjà « Le secret que nécessitait l'action clandestine en France avait paru justifier l'absence de toute procédure budgétaire normale ». Là encore, je crois qu'on est au cœur du sujet.
En 1944, la DGER compte 2 chapitres budget normaux de presque 22 millions de francs, mais 3 fonds spéciaux de 256 millions de francs. Donc c'est aussi donner l'ampleur de ces fonds spéciaux. Et ça va encore augmenter ensuite. Malgré tout, le contrôle est, dès le départ, prévu. D'abord par l'article 18 de l'ordonnance du 8 décembre 1944 qui définit l'utilisation des crédits des fonds spéciaux ouverts au SDEC et qui le soumet au contrôle d'une commission qui reçoit les éléments de ce contrôle du SDEC. Le décret du 29 mars 1945 va même désigner des membres de la commission, même si certains jugeront plus tard qu'ils n'ont pas été très actifs. Ils doivent quand même reconnaître qu'un effort très sérieux de redressement a été entrepris à l'intérieur de la DGER, devenue désormais le SDEC, avec notamment une présentation du budget selon la nomenclature traditionnelle du budget, avec une trentaine de chapitres. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'Inspection générale des finances va travailler à l'intérieur du SDEC, à partir d'éléments fournis du SDEC, mais ça n'est pas quelque chose vécu de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est totalement intégré par le SDEC dans son fonctionnement administratif. Et d'ailleurs, lors de la remise à jour de la commission, le rapporteur général de la commission des finances écrira « Nous n'insistons pas particulièrement sur telle ou telle méthode de contrôle, mais nous voulons qu'il y ait un contrôle. » Et donc ça aussi, on voit la souplesse qui accompagne la réflexion sur la structure que nécessitent les services spéciaux. Enfin, il est aussi extrêmement important de rappeler que le JO du 1er mai 1946 de l'Assemblée nationale constituante rappelle qu'il ne peut y avoir de fonds spéciaux ouverts qu'au budget de la présidence du gouvernement. Donc là encore, les fonds spéciaux ne sont pas ouverts dans un budget SDEC, ils sont délégués au SDEC par la présidence du gouvernement. Et là encore, je crois que la dimension politique de l'utilisation des fonds spéciaux est extrêmement évidente. Elle est encore confortée le 19 novembre 1947 par la création d'une commission de vérification des dépenses faite sur les crédits affectés au SDEC et qui va être chargée de la vérification du budget des services administratifs de la présidence du Conseil et affectée au fonctionnement du SDEC. Là, je crois qu'en termes administratifs, les choses sont claires. Le président est le président d'une des chambres de la Cour des comptes et il y a 2 commissaires issus du Conseil d'État, de la Cour des comptes, où très rapidement, c'est l'Inspection générale des finances qui, de fait, va prendre la main sur cette commission. En 1950, le président Levert a dit qu'il faut conserver à la DEC la liberté d'emploi de ses crédits, sans préciser le détail de l'implantation des postes. Cette réserve est nécessaire pour la conservation du secret. Donc là encore, le rapport entre l'inspection des finances et le SDEC à l'époque, elle n'est pas en opposition, elle est en complément de la spécificité de chacun. Pour aller rapidement, et puisque je ne fais qu'ouvrir des pistes, je voudrais quand même revenir sur la dimension opérationnelle, ou qu'on pourrait appeler aussi la question de la doctrine d'emploi, qui est évidemment la liquidation de l'héritage de la notion d'action clandestine à partir de l'été 1945, avec la question de la suppression et rapidement la recréation d'un service action. Comme vous le savez certainement, en juillet 1945, le service action tel qu'il a existé est supprimé, sauf en Indochine, où il est maintenu. La question qui va apparaître à ce moment-là, c'est que fait-on des savoir-faire nés pendant la guerre dans l'expérience de la clandestinité, et que fait-on de ce que l'on appelle à l'époque, et le terme est très important, les parachutistes des missions spéciales qui ont été formés en Angleterre et en Algérie après 1943. 3 points vont être mis en avant: la liquidation des situations individuelles, la réorganisation en cours et le passage de la DGER au SDEC avec la question d'une création d'une structure administrative, et évidemment la mise en place d'un fonctionnement pérenne dans l'avenir. Cela va donc concerner les hommes, les structures et les doctrines d'emploi. Dans un contexte plus large, je rappelle que la DGER elle-même sort en juin 1945 un nouveau tableau d'effectifs réduit suite à la décision du Conseil de la Défense nationale du 7 juin 1945 sur les forces armées, et que l'armée de terre elle-même, en 1946, subit une loi de dégagement des cadres et doit passer de 47 000 à 21 000 officiers. En juillet 1945, et là on rentre dans le dur, la DGER crée, à partir des éléments du SA qui vient d'être dissous, un détachement des volontaires spéciaux aéroportés qui est installé au château de Pezon, près de Blois, et qui est dirigé par le colonel Éon, alias Hainaut en résistance. Tout le personnel vient de la DGER, et même si le centre est lui-même rattaché au centre d'organisation de l'instruction 105 de Blois. Il va mener le travail individuel de réévaluation de la situation individuelle quant au grade réel et, chose fondamentale, comme chacun le sait chez les parachutistes, quant aux droits, quant aux 2 échelons de la solde à l'air.
Il dresse les listes des agents brevetés parachutés afin de leur attribuer leur numéro du brevet. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que la question de l'attribution des brevets aux parachutistes est un aspect fondamental de ce qui se passe entre 1945 et 1947. PESO va fonctionner jusqu'en avril 1946, mais ce qui est plus intéressant, c'est que dans ce contexte large, c'est aussi le moment où se pose la question de l'emploi des troupes aéroportées, avec deux héritages de la guerre qui vont s'opposer, l'héritage des commandos, qui est celui des SAS, et l'héritage des missions spéciales, qui sont les techniques commandos, subversion et guérilla, espionnage, et qui en fait la tradition des Jedburgh, des équipes spéciales et des Sussex. Les TAP doivent choisir à ce moment-là entre un modèle divisionnaire et un modèle commando. Le colonel Léon est très clair. Le premier est une forme de combat classique et traditionnelle. Le deuxième, forme de combat plus moderne et réservée à des spécialistes. La question est donc la question de ces anciens parachutistes des missions spéciales. Là encore, le rapport du Comité de la Défense nationale à l'Assemblée nationale constituante le 18 avril 1946 est très clair. Il n'a jamais été possible de faire rentrer dans ces critères réguliers un certain nombre d'agents et de parachutistes qui, se couvrant de la DGER, qui elle dépend directement de la présidence du Conseil, refusaient d'aliéner leur indépendance et prétendaient ne pouvoir se prêter à la discipline des unités constituées sous peine de perdre leur efficacité. C'est la recréation du SA en avril 1946 qui va sauver le modèle des missions spéciales. En mars 1946, le député Jean-Marie Bouvier-Aucotreau présente à l'Assemblée nationale constituante un projet de résolution invitant le gouvernement à prévoir la création d'une unité spéciale. En avril 1946, Philippe Lambry, alias Morlan, est chargé par Ribière de la création d'un nouveau SA qui prend l'appellation de Service 29 et très rapidement est créé le 1er septembre 1946 à Montlouis le bataillon de choc du aéroporté numéro 11, dit le 11e choc, qui est l'unité armée, le bras armé de ce nouveau SA. Ce qui est très intéressant, et je vais quand même, avant d'arriver à ma conclusion, rajouter ce point, c'est que le 25 juin 1946, la création du SA a été débattue dans une conférence à l'Hôtel Continental sous la présidence de l'amiral Barjot pour la Défense nationale, en présence du général Zeller pour l'EMA et du colonel Fourcault, ancien compagnon de la Libération, etc., et numéro 2 du SDEC. Et la question, c'est combien on peut récupérer d'agents de la guerre. Et Fourcault pense que sur les 4000, il y en a 2000 qui ont survécu. Comment on les retrouve ? Et on va utiliser le fichier de PESO et surtout l'amicale d'action qui a été créée en début 1945 pour essayer de les retrouver. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après-guerre ? Et donc, l'armée de terre va accepter l'idée que sur les 25 000 appelés qu'on envoie tous les ans à être formés au CETAP à Pau, le SDEC aura un droit de prélèvement des éléments qui lui sembleront le plus important. Il aurait été extrêmement intéressant que je dise que dans le même temps, et je le dirai quand même rapidement, la création du SA s'accompagne de la création non seulement des cadres d'actifs, mais de la réserve qui va permettre d'avoir en fait un double héritage. Et il faut quand même vraiment prendre la mesure du fait que la réserve opérationnelle au sein du SA n'est pas comparable avec la réserve telle qu'elle est pratiquée dans l'armée de terre, mais qu'elle est absolument consubstantielle à l'existence du SA, ce qui fait que par exemple en 1947, au moment où le nouveau SA va montrer toutes ses capacités dans un exercice en Autriche où il est chargé de définir les cibles d'objectifs, les équipes sont totalement mixtes avec aussi bien des actifs que des réservistes. Donc la coupure actif-réserviste n'a pas de sens au sein du SA. Et j'en arrive vraiment à ma conclusion. On voit bien que la clandestinité est bien au cœur de la mise en place du SDEC de 1945 à 1947, tant au plan administratif que méthodologique. Et les succès des manœuvres de 1947 prouvent que le modèle Deuxième Guerre mondiale est totalement basculé dans l'après-guerre. Mais c'est encore un modèle défensif. On voit bien que l'idée est de passer de la défense face au Troisième Reich, c'était quand même la lutte contre l'occupant, face à celui qui est considéré comme le futur nouvel envahisseur, à savoir évidemment l'Union soviétique. Je vous rappelle qu'en 1947, De Gaulle écrit que les soviétiques sont à 2 stations de métro de Paris. C'est la raison pour laquelle le service action et surtout la réserve vont évidemment jouer un rôle fondamental dans tous les réseaux stay behind qui vont être montés ensuite après-guerre. Donc évidemment, la consolidation des modèles des services spéciaux est liée totalement à l'entrée dans la guerre froide. Je rappelle, cette mise en place, elle est profondément politique, dans la continuité de l'héritage du militaire, mais on voit avec la question des doctrines de l'utilisation des troupes aéroportées qu'elle est aussi profondément militaire.
Cette affirmation de la différence, elle est l'affirmation de la singularité, du modèle qui est né pendant la guerre et du modèle administratif qui doit exister et de la doctrine d'emploi qui doivent exister après-guerre. Et donc, pour terminer par une pirouette, ou presque, et comme tous les bons mots, ils sont évidemment réducteurs, la question n'est pas de construire un modèle d'exception à la règle, mais de construire la règle de l'exception. Merci beaucoup. Merci pour ce dernier mot d'exception et d'état d'exception qui était la rampe de lancement idéale pour l'intervention de Bertrand Warusfel, car on a bien, tu as très bien montré, dans un moment qui est lui-même exceptionnel et qu'on n'avait pas encore considéré ici, c'est-à-dire le retour à la normale apparent, mais qui ne peut pas être une normale dans la séquence 45-62, en termes de recrutement, de statut des personnels, de financement, de contrôle, de modèle d'emploi opérationnel. À chaque fois, on est dans l'exception. C'est des choses que l'on a déjà vues dans un autre cadre différent au XIXe siècle. Et l'extrême plasticité, la porosité, et je reprendrai l'expression de Laurent tout à l'heure, quand la nécessité fait loi. Et je me tourne donc vers notre juriste pour voir comment le droit rattrape cette nécessité dans un autre temps de crise, NTIC, nouveau contexte géostratégique, menace terroriste, mais aussi une remise en cause de la légitimité de l'autorité et des moyens policiers de l'autorité. Et donc, Bertrand Warusfel est idéalement placé pour nous parler de tout cela, parce qu'il a été professeur à l'Université de Lille, et c'est un Lillois qui en parle. Mais ça, il est maintenant à Paris 8 aujourd'hui, en droit public, et c'est important d'avoir le regard du juriste, un juriste qui est ouvert sur une mise en perspective historienne. Il a beaucoup travaillé avec Olivier Forcade et Sébastien Laurent sur l'histoire du renseignement, sur l'histoire du droit du renseignement, et puis, même si on ne développera pas trop, il est très souvent consulté sur les évolutions en tant qu'expert, sur les évolutions récentes de la législation, sur le contre-terrorisme et le renseignement. Et je pense que ça va être l'occasion de compléter notre appréciation du politique. On a bien vu la diversité des moyens policiers, on a bien vu la diversité des moyens et des acteurs militaires, et on parle toujours du politique. Je crois que ça va être l'occasion de parler peut-être aussi du Parlement et de parler de la diversité des acteurs de judiciaire que l'on saisit. Et là aussi, c'est une question politique. Je te laisse la parole. Merci Jean. Merci de m'avoir invité à venir aujourd'hui dans cette journée passionnante. Alors effectivement, Nathalie vient de dire finalement un petit peu la synthèse de mon propos, passer de l'exception à la règle de l'exception. C'est un petit peu ce que je voudrais essayer d'illustrer, hein, en partant de loin et en arrivant sur le contemporain. C'est-à-dire que, comme il a été dit d'ailleurs dans l'introduction à l'origine, en citant, je ne sais plus si c'est le dictionnaire de l'Académie française ou du Littré, au début, la logique même de la clandestinité, c'est ce qui n'est pas dans la loi, c'est ce qui n'est pas dans la règle. Et pourtant, la clandestinité a dû composer, j'allais dire tout au fil du XXe siècle, et ça continue de plus belle avec le XXIe siècle, avec le droit. Donc, ça s'est passé progressivement, évidemment, et comme il a été dit également, c'est l'avantage de parler en dernier, c'est que déjà beaucoup de choses que je voulais dire ont déjà été évoquées. Finalement, il y a une espèce de clandestinité en miroir, c'est-à-dire que plus l'État découvre des menaces clandestines, c'est-à-dire découvre des adversaires qui jouent clandestinement, plus lui-même est incité à développer des méthodes clandestines, à développer finalement ce que j'appellerais une contre-clandestinité, dont l'une des raisons d'être est de lutter contre la clandestinité de ses adversaires. Alors, je dirais qu'on peut voir, je vais évoquer d'abord très rapidement comment juridiquement, dans notre droit, j'allais dire, commun, il existe quelques instruments pour lutter contre les clandestinités délinquantes, finalement. Hein. Et puis, on verra comment, plus récemment, les techniques clandestines de l'État, eh bien, elles-mêmes ont été quelque part rattrapées par le droit, y compris peut-être, je terminerai par là, y compris peut-être dans le domaine de l'action spéciale, puisque c'est un cas très particulier de clandestinité. Alors d'abord, sur des moyens juridiques pour lutter, pour que la société lutte contre différentes formes de clandestinité. Je pense que, même si j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit sur la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle, que c'est quand même, surtout après la Seconde Guerre mondiale, que notre système administratif et juridique a pris en considération
le fait que l'État pouvait avoir affaire à des adversaires puissants et clandestins, qu'il s'agisse soit d'agents étrangers, donc c'est la question de l'espionnage et la répression de l'espionnage, soit de groupes criminels organisés, ça s'est fait encore un peu plus récemment, soit maintenant également des réseaux terroristes. Voilà. Et donc, une des fonctions de l'État a été de lutter, et toujours de lutter contre ces clandestins. Alors ces clandestins peuvent être, par exemple, si je suis dans le domaine de l'activité des services étrangers, ce qu'on appelle des illégaux. Donc l'illégal, c'est la personne qui s'introduit sur le territoire, généralement évidemment avec une fausse identité, avec une légende, avec une couverture extrêmement poussée, pour exercer une activité clandestine, qui soit, si possible, non détectable par les services de l'État, au profit d'agents étrangers. Alors, ceci a donné lieu à quelques exemples. C'est un petit peu le Graal, je dirais. Je vois Jean-François Clerc au fond de la salle. C'est un peu le Graal de tout service de contre-espionnage, de détecter et d'arrêter et de mettre en état de nuire des illégaux. C'est pas forcément aussi facile. Un des moyens que la DST a beaucoup pratiqué dès la Seconde Guerre mondiale, c'est la radiogoniométrie pour identifier des émissions clandestines et du coup, à défaut de pouvoir retrouver le clandestin lui-même, pouvoir identifier et dénombrer le nombre d'illégaux potentiellement actifs sur le territoire national. Plusieurs dizaines, semble-t-il, encore dans les années 80, d'après des estimations qui ont été données notamment par Raymond Nart, l'ancien directeur adjoint de la DST. Et puis, dans certains cas, des opérations qui ont permis de détecter, d'arrêter un illégal. Alors, je parlais avec ma voisine tout à l'heure du cas un peu fétiche, le cas de Pierre Cardot. Pierre Cardot, c'est un garçon qui se fait identifier auprès du consulat de France en Tchécoslovaquie comme étant fils de Français, d'une Française et d'un Tchèque, qui obtient la nationalité française, qui rentre en France, qui fait son service militaire, qui est envoyé dans une station d'écoute de l'armée de l'air, de l'armée de terre, peut-être parce qu'il parle le tchèque, qui ensuite rentre au SDEC. Et en 62, finalement, très peu de temps après qu'il soit rentré au SDEC, le service découvre que c'est en fait un illégal. Il est arrêté, il est condamné, il sera échangé ensuite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaîtra jamais sa véritable identité. Il a refusé de donner son identité, et encore aujourd'hui, on ne connaît pas son identité. Ma voisine me dit qu'il serait revenu faire un débriefing après la chute du mur de Berlin, qu'il aurait retrouvé ses anciens collègues des services français, mais toujours sans donner son identité. Bon, c'est un cas tout à fait intéressant. Beaucoup plus récemment, puisque la pratique des illégaux est une grande spécialité des services soviétiques puis russes, nous avons plusieurs affaires d'illégaux assez spectaculaires en Amérique du Nord, Canada et États-Unis, avec des situations incroyables. Je cite notamment un couple qui a été arrêté en 2010, parce que le SVR, enfin le KGB et le SVR maintenant envoient souvent des couples, donc qui se déclarent mari et femme, qui le sont peut-être vraiment d'ailleurs, et notamment un cas de M. Isfield et Anne Follet, qui ont été arrêtés en 2010 aux États-Unis, avec des passeports canadiens. Leur cas est très intéressant parce qu'ils avaient eu, en Amérique du Nord, 2 enfants qui pensaient être américains, canadiens vivant aux États-Unis, et qui ont découvert qu'en fait ils étaient russes, et qui ont été renvoyés en Russie, où évidemment ils sont arrivés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Ouais. Donc des situations très particulières. Alors, quels sont les instruments dont dispose l'État depuis longtemps pour lutter contre ces clandestins-là, ou d'autres formes de clandestinité, encore une fois, que la clandestinité criminelle, ou voire la clandestinité terroriste? Alors, d'abord, donc, les outils du contre-espionnage, je l'ai dit. Dès le début, la DST est chargée de la répression des activités secrètes à l'étranger sur le territoire national, et puis d'un certain nombre d'autres instruments. Alors, dans le domaine de la police judiciaire, on a vu que la police judiciaire, finalement, est poreuse avec la police secrète. La police judiciaire s'est intéressée à la lutte contre les menaces clandestines. Au début des années 60, notamment en 1964, des anciens des BDL se sont reconvertis dans une nouvelle structure qui s'appelle la Brigade centrale de documentation et de recherche criminelle, la BDRDC, qui est issue de la première brigade mobile de Versailles, et qui va être l'ancêtre de l'Office central de répression du banditisme, qui s'est créé en 1973 au sein de la direction centrale de la police judiciaire.
le CRB, et parallèlement, en 1964 également, la BRI, dont on parle beaucoup aujourd'hui pour son action antiterroriste, est créée, la brigade de recherche et d'intervention, est créée au sein de la préfecture de police. Et l'idée du commissaire Lemoelle qui crée la BRI consiste à dire j'inverse la logique de la police judiciaire, j'attends pas que les faits soient commis pour rechercher les auteurs, je vais regarder, je vais identifier et surveiller des personnes que je pense être susceptibles de commettre des infractions, notamment des infractions de grand banditisme. On rentre bien donc dans le renseignement criminel. Et on va le faire évidemment de la manière relativement clandestine, avec des méthodes de surveillance, de recrutement d'indicateurs, d'écoute, etc. Donc les logiques de contre-clandestinité se mettent en place et également à cette époque-là. Alors quels sont, encore une fois pour être rapide, quelques instruments, j'allais dire, de droit, plus ou moins de droit commun qui existent déjà depuis de nombreuses décennies. Alors une très vieille infraction, qui existe depuis la loi de 1893 dans le Code pénal, qui existe et qui est aujourd'hui maintenant à l'article 451 du Code pénal, c'est l'association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs, tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits, punis actuellement d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Avant, c'était 10. L'association de malfaiteurs, c'est typiquement une infraction qui permet de judiciariser et de renvoyer devant des tribunaux un groupe qui clandestinement conspire et prépare de manière la plus secrète possible d'éventuelles infractions, d'éventuels crimes ou délits. C'est ce qui permet, si j'ose dire, d'arrêter les bandits avant qu'ils commettent leur forfait. Et des structures comme la BRI et l'OCRB vont beaucoup pratiquer l'association de malfaiteurs, à tel point d'ailleurs qu'on vendra l'association de malfaiteurs à l'antiterrorisme et qu'à partir de 1996, nous aurons dans notre code pénal une association de malfaiteurs à finalité terroriste qui est la plus utilisée des infractions, et la plupart des gens qui sont renvoyés devant les tribunaux correctionnels aujourd'hui pour terrorisme sont renvoyés pour association de malfaiteurs. Pourquoi je parle de l'association de malfaiteurs ? Parce que, de l'avis même des praticiens, c'est une infraction un peu fourre-tout, mais qui est typiquement utilisable pour judiciariser du travail de contre-clandestinité. C'est-à-dire que des policiers se déguisent en facteur, en postier, en garagiste ou en boulanger, et ils prennent des photos, écoutent des gens, voire même éventuellement pénètrent de manière plus ou moins licite dans des lieux privés, recueillent de l'information. Une fois qu'ils ont suffisamment d'informations, eh bien, il passe ça au juge, et il y a un service de police judiciaire qui dit tiens, on a des informations qui nous disent que M. Varisfeld serait peut-être en train d'acheter une cagoule dans un supermarché et un fusil à pompe à un autre endroit. Il serait peut-être en train de préparer un hold-up, et on va l'arrêter. Sans avoir justement à judiciariser les sources, qui est toujours évidemment le problème. Alors dans le domaine du contre-espionnage, on a, j'allais dire, non pas tout à fait l'équivalent de l'association de malfaiteurs, mais ça existe dans le code pénal depuis les années 30, les intelligences avec un agent d'une puissance étrangère. Là aussi, c'est quelque chose d'assez élastique, d'assez flexible. Là aussi, la DST les a beaucoup utilisés. La grande majorité des agents de l'Est qui ont été jugés en France par des cours d'assises en France depuis les années 50 ont été jugés non pas pour espionnage, mais pour intelligence avec les agents d'une puissance étrangère. C'est-à-dire on n'a pas prouvé qu'ils avaient récupéré des documents secrets, on a prouvé qu'ils avaient établi des liens conspiratifs avec des agents d'une puissance étrangère. Donc c'est un moyen, là aussi, de judiciariser de la contre-clandestinité. Et ça a été renforcé dans le nouveau code pénal, le code pénal actuel, qu'on a appelé nouveau à l'époque, qui était voté en 92, puisque non seulement on a gardé les intelligences, toujours, mais on a ajouté des nouvelles infractions, et notamment aux articles 411.7 et 411.8 du code pénal aujourd'hui. Vous avez une infraction, 411.7, c'est l'infraction contre celui qui n'a pas encore livré à une puissance étrangère des informations pouvant porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, mais qui les a récoltées en vue de les livrer, donc on peut le choper avant qu'il fait. Et le 411.8, c'est ce qu'on appelle la lutte contre les agents dormants. C'est quelqu'un qui serait poursuivi pour exercer une activité en vue de collecter des informations. Vous voyez que là encore, on s'éloigne de la matérialité du fait, et donc en réalité, ça va être un travail de renseignement, donc un travail forcément secret,
voire clandestin, qui va permettre aux services de contre-espionnage, de contre-ingérence, d'identifier. Alors évidemment, c'est une infraction très délicate. Je ne suis pas sûr d'ailleurs, à ma connaissance, elle n'a pas encore connu le feu des tribunaux. Je pense que personne n'a été poursuivi ou en tout cas condamné pour ça. Mais ça permet éventuellement d'essayer de renvoyer devant un tribunal quelqu'un dont on a de bonnes raisons de penser qu'en réalité, justement, par exemple, c'est un agent clandestin d'un service étranger qui est venu en France faire ses études, qui s'est trouvé un poste d'ingénieur dans une grande entreprise et qui pourrait demain éventuellement être activé par un service étranger. Alors sinon, dernier point, et là c'est des sujets qui ont déjà été évoqués, sinon le dernier instrument juridique, j'allais dire un peu de droit commun, même si c'est de droit spécial déjà, mais qui existe depuis longtemps, qui permet facilement à l'État de couvrir et d'encadrer ses activités de contre-clandestinité, c'est le secret défense. C'est le secret de la défense nationale. Alors, non pas que le secret de la défense nationale, j'allais dire, soit un outil actif, mais c'est un outil qui assure une protection passive à ces formes de clandestinité de l'État. Si, par exemple, pour établir la culpabilité d'un agent étranger, pour infiltrer un réseau terroriste, pour infiltrer un réseau criminel, j'ai besoin, moi, policier, moi, gendarme, moi, fonctionnaire, même de la DGSE, de commettre un acte qui serait a priori illicite au regard du droit français, par exemple pénétrer dans un lieu privé, ce que je regarde toujours Jean-François parce que ça concerne la DST, ce qu'on appelait la DST du nom d'un inspecteur de l'époque, faire des fontaines, voilà, c'est-à-dire rentrer chez quelqu'un sans avoir un mandat de perquisition, sans avoir une commission rogatoire. Eh bien, l'une des manières pour que cette illicéité ne se termine pas devant les tribunaux et que les personnes en question, les agents, les fonctionnaires en question ne soient pas poursuivis, voire condamnés alors qu'ils font leur métier pour essayer d'identifier des menaces clandestines, eh bien, c'est que le secret de la défense nationale les couvre. Et ça a fonctionné. Alors, une affaire célèbre qui concerne justement la DST, tout le monde la connaît, même si maintenant elle est peut-être un peu moins dans les mémoires, c'est la fameuse affaire des micros du Canard enchaîné. Un dessinateur du Canard enchaîné revient dans les nouveaux locaux du journal en début de soirée, il rencontre des plombiers qui lui disent qu'ils sont en train de changer le chauffage. En fait, ce sont des fonctionnaires de la DST. Le juge d'instruction l'apprend, il a les noms, il les convoque. Les fonctionnaires disent on est désolé, on ne peut pas venir, on est secret défense. La direction d'assurance du territoire invoque le secret défense. Le ministre Marcellin invoque le secret défense. La chambre d'accusation de Paris est obligée de dire bah oui, s'il y a secret défense, il y a secret défense. Le juge d'instruction ne peut pas faire plus. Et il y a un non-lieu et les policiers en question ne seront jamais inquiétés. Donc le secret de la défense nationale est un moyen. J'allais dire, était un peu un moyen qui a permis à la contre-clandestinité d'État de se développer, et notamment sans mettre en cause la responsabilité personnelle des fonctionnaires, des agents. Et donc ça a été pendant longtemps, j'allais dire, pratiquement le seul instrument, et ça a couvert pas mal de choses. Les stay behind français dont on parlait, ils étaient couverts par le secret de la défense nationale. Un jour, le président Mitterrand a dit c'est bon, il existait, ils ont dissous. On n'en a pas su plus. Le Rainbow Warrior, théoriquement, ça aurait dû être couvert par le secret de la défense nationale, mais malheureusement, et là, on voit bien le basculement. Malgré tout, lorsqu'un pays étranger est en cause, le secret de la défense nationale français ne suffit pas. Lorsque la presse s'en mêle, le secret de la défense nationale ne suffit pas. Mais ça a permis, et ça permet toujours, pour une bonne partie, à la contre-clandestinité d'État de fonctionner. Un sous-produit, si j'ose dire, du secret défense, c'est ce qu'on appelle les notes blanches. Les notes blanches, c'est quand on a une information, on veut quand même la communiquer soit au gouvernement, soit à la justice, mais qu'on ne veut pas donner le renseignement brut, et surtout on ne veut pas devenir d'où il vient, parce que ça, c'est couvert par le secret de la défense nationale. On fait à ce moment-là une note sans indication de provenance, et on la livre à son destinataire. Alors, ça a été beaucoup critiqué parce que ça servait beaucoup à des fins politiques, etc. Mais avec le contre-terrorisme, c'est redevenu à la mode. Et notamment, on a toute une jurisprudence du Conseil d'État sur la fourniture des notes blanches lorsque, par exemple,
un service de l'État veut prendre une mesure administrative, par exemple, à l'encontre d'une personne qui est supposée être radicalisée, par exemple, le juge administratif ou le juge judiciaire dit au service de l'État, dit « Mais comment vous savez que M. Barussel serait éventuellement radicalisé ?» Et le service dit à ce moment-là, amène une note en disant « Je ne peux pas tout vous dire, mais... » Et le Conseil d'État, sous certaines conditions, accepte la pratique de ces notes blanches. Alors, cela dit, et j'en viens à la partie vraiment contemporaine, cela dit, tout ceci a beaucoup évolué, on va dire, j'allais dire depuis le début du XXIe siècle, parce qu'on est passé finalement d'une contre-clandestinité d'État qui, encore une fois, pour l'essentiel, n'était pas couverte par le droit, sauf l'utilisation de ces instruments un peu disparates que j'ai évoqués, à une situation dans laquelle progressivement, et c'est peut-être là la construction de la règle de l'exception, eh bien, un droit de la clandestinité et un droit de la clandestinité d'État se met en place. Alors, curieusement, ça a commencé par le côté police, par le côté police judiciaire, ce que le grand criminologue québécois Brodeur appelait la basse police, pour la distinguer de la haute police, qui est plutôt la police du renseignement. Ça a commencé par la police judiciaire, parce que la police judiciaire, comme je l'ai dit depuis les années 60, elle fait aussi du renseignement criminel, elle fait aussi de la surveillance de milieux criminogènes, etc., et qu'elle a eu besoin d'avoir des instruments. Alors, comme d'habitude, c'est en réalité finalement... D'accord. C'est avec des difficultés et éventuellement des scandales que les choses ont commencé. En 1991, des douaniers se sont fait choper avec une cargaison de stupéfiants qui était en train de remonter en France, du côté de Dijon, etc., alors qu'ils étaient en train de faire ce qu'on appelait une livraison surveillée. Donc ils ont été mis en garde à vue, ils ont été mis en détention provisoire. Le ministre du Budget, M. Charras, s'est déplacé pour les voir en détention provisoire, pour leur dire qu'il était vraiment désolé qu'ils soient en détention provisoire alors qu'ils faisaient le boulot que leur chef leur avait demandé. Et le gouvernement a bien compris qu'il fallait mettre un petit peu d'ordre. Et donc, dès 1991, il y a eu pour les livraisons surveillées de stupéfiants une disposition spéciale dans le Code de procédure pénale et dans le Code des douanes pour permettre, sous certaines conditions et sous le contrôle de la justice, à ce que des agents des douanes ou de la police judiciaire puissent jouer les trafiquants de drogue pour récupérer des produits, etc. Bon, ça, c'est la première grande bascule. Et puis, je vais vite, en 2004, la loi du 9 mars 2004, qu'on appelle la loi Perben 2, la loi sur la lutte contre les grandes formes de criminalité organisée, a donné à la police judiciaire un éventail assez important de moyens, surveillance de personnel sur le territoire national, infiltration, possibilité d'infiltrer un policier dans une organisation criminelle, enquête sous pseudonyme sur les réseaux, interception de communication, sonorisation et fixation d'images, pénétration dans des lieux privés, utilisation d'outils informatiques pour aller pirater les ordinateurs des éventuels criminels. Bref, la police judiciaire a été dotée de moyens de renseignement clandestin, de renseignement secret, tout ceci sous le contrôle du procureur de la République. Voilà. Et ces outils sont très largement utilisés. Et il a fallu finalement encore une bonne décennie pour que finalement on se dise qu'il fallait également prévoir ce même type de disposition pour le monde du renseignement administratif. De la police administrative, et notamment donc pour les services qu'on appelle de la communauté du renseignement, les 6 services de la communauté de renseignement, des GSI, des GSE, etc., des RND, etc. Et donc ceci a été mis en place. Alors, en fait, ça avait, pour être tout à fait précis, pour les services de renseignement, il y avait quand même quelque chose qui avait été fait dès 1991, mais là aussi sous contrainte d'un contentieux avec la Cour européenne des droits de l'homme, c'était l'organisation de ce qu'on appelle les interceptions de sécurité, qui était réglementée par la loi de juillet 91. Les interceptions de sécurité étant utilisées à la fois par les services de renseignement et par les services de police judiciaire. Mais c'est la loi du 24 juillet 2015, et puis un certain nombre d'autres textes qui ont suivi ensuite, la loi relative au renseignement, qui a donné aux services de renseignement, et notamment aux 6 services, que ce soit des services de renseignement intérieurs ou extérieurs, eh bien, une panoplie de techniques dans lesquelles je le détaille, je ne vais pas rentrer, mais qui sont grosso modo à peu près identiques ou très proches des moyens qui avaient été donnés à la police judiciaire en 2004. Et d'ailleurs,
lors des débats sur la loi et la proposition de la loi, l'idée était effectivement de dire, puisque la police judiciaire a le droit de faire du renseignement criminel avec ses moyens relativement intrusifs, il serait normal que les services de renseignement administratifs, notamment y compris le service extérieur, puissent avoir les mêmes instruments. Alors, je conclue en disant, et là je prends un risque parce qu'effectivement c'est plus une appréciation personnelle qu'une réalité aujourd'hui. Je pense que ce phénomène de juridisation des techniques clandestines, et notamment des techniques clandestines d'État, n'est pas terminé et que la question de la clandestinité à l'extérieur du territoire national, l'action spéciale, l'action clandestine, qui est pratiquée, on a dit le service action, le service mission, etc., pas dans les détails, est quelque chose qui commence à se poser. Parce que dans un monde mondialisé, évidemment, il est relativement logique que les agents des services de renseignement, et notamment des agents de services de renseignement extérieurs, donc la DGSE, également peut-être certains militaires de la DRM sur certains territoires, puissent avoir besoin d'un certain nombre de choses. Et donc, il existe déjà un tout petit commencement, puisqu'il existe aujourd'hui dans le Code de la sécurité intérieure un article 861.2 qui permet, sous certaines conditions, pour des missions qui intéressent la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement à pouvoir faire usage d'une identité d'emprunt ou de fausse qualité et qui, dès lors, ne sont pas responsables pénalement du fait d'utiliser une fausse identité ou une identité ou une fausse qualité. Et conclusion de la conclusion, puisqu'on a évoqué le numérique sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, on a également introduit dans le code pénal une disposition encore plus spéciale qui est là aussi pour exempter de toute responsabilité pénale les agents des services spécialisés de renseignement qui assurent, hors du territoire national, la protection des intérêts fondamentaux de la nation en attaquant, si j'ose dire, pas simplement, les services, les systèmes numériques adverses. C'est-à-dire que le code pénal français, comme dans tous les autres pays, réprime la cyberdélinquance. Et donc, a priori, attaquer un serveur d'un pays étranger, c'est de la cyberdélinquance. Et en tout cas, dans tous les pays développés, en tout cas, nous avons des lois contre cela. Eh bien, il y a une disposition dans le code pénal français qui exempte, au regard du droit français évidemment, les agents des services de renseignement français de tout acte de cyberdélinquance qui serait commis pour protéger les intérêts fondamentaux de la nation à l'étranger. Il me semble que ceci est le commencement de la mise en place, peut-être progressivement, d'un véritable statut juridique de l'action clandestine extérieure. Alors, qui est peut-être utile parce que nous sommes dans un monde ouvert et que donc, j'en reviens au Rainbow Warrior, si la France avait eu un dispositif juridique encadrant les actions clandestines de ses agents en 1985, elle aurait peut-être pu, si j'ose dire, négocier avec les Néo-Zélandais, qui sont par ailleurs des alliés, le monde occidental, les choses plus facilement. En 1985, la France n'avait aucune disposition qui permettait de justifier que des agents de la DGSE soient intervenus sur le territoire néo-zélandais. Voilà. Peut-être que demain, nous aurons, comme d'autres pays l'ont, des dispositions qui encadreront de manière assez générale la clandestinité extérieure de l'État et qui seront après des éléments, j'allais dire, de négociation dans les situations où, malgré toutes les mesures prises par les services pour éviter d'être repérés, eh bien, une activité clandestine, j'allais dire, ferait la une des journaux judiciaires ou serait évoquée dans un contexte, notamment dans un contexte pénal. Merci beaucoup Bertrand.